crache dedans quasiment. Enfin, bon, voilà, on est en direct. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Mais on peut parler justement sur les différentes écoles qu'il y a autour des micros. On vient d'entendre Sandrine Rousseau qui justement dit que la croissance finalement pose un problème écologique. Est-ce que c'est votre point de vue ? Ce qui est sûr, c'est que les problèmes d'environnement que nous avons aujourd'hui sont des conséquences de la mise en route de flux physiques de plus en plus importants qui ont été ceux d'une activité économique de plus en plus importante. Qu'est-ce que c'est que l'activité économique quand on regarde depuis la révolution industrielle ? C'est produire en quantité croissante des tables, des chaises, des voitures, des maisons, des appareils, des pistolets à eau et des t-shirts. Et à chaque fois qu'on fait ça, on prend dans l'environnement des ressources, on les transforme et on obtient à la fois le produit de la transformation qui nous intéresse, la maison, le t-shirt, etc., et des sous-produits indésirables qui ne nous intéressent pas du tout et qui s'appellent la pollution. Et globalement, plus on transforme, c'est-à-dire plus on a une activité productive importante, plus on pollue, plus on rejette de substances dans l'air, dans l'eau, dans le sol, etc. Donc la croissance économique, c'est la croissance de la production. Et donc, c'est la croissance des rejets. Globalement, c'est tout à fait le cas. Si on regarde en particulier le rejet principal qui occupe mon activité professionnelle de façon centrale, c'est-à-dire la question des émissions de gaz à effet de serre, elles ont accompagné depuis un siècle et demi l'augmentation de la taille de l'économie de façon parfaitement corrélée. Alors, on va y revenir. Justement, puisqu'on entendait Sandrine Rousseau parler de la réforme des retraites, êtes-vous de ceux qui pensent que le débat sur les retraites occulte les vrais enjeux, et en particulier les enjeux liés aux thématiques qui vous sont chères, le climat, le réchauffement climatique? Alors, c'est amusant parce que, coïncidence du calendrier, j'ai vu passer hier une tribune de Jacques Attali dans Les Échos. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que raconte Jacques Attali, mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé qu'il posait une question qui était drôlement bien sentie. Parlant de la réforme des retraites, il a titré sa tribune « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» Donc, en gros, il posait la question en disant « Pourquoi ça et pourquoi maintenant ?» Et je me pose exactement les deux mêmes questions. Pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant ? Il me semble qu'il Pourquoi ça vous semble incongru ? Alors, il n'y avait aucune urgence à le faire maintenant plutôt que l'année prochaine ou dans 2 ans. D'accord ? Là où je suis parfaitement en phase avec les gens qui disent on a un tout petit sujet avec la croissance, c'est que les prévisions de croissance sont absolument centrales dans les projections qu'on peut faire sur l'équilibre entre retraite et actifs. Or, les projections de croissance du Conseil d'orientation des retraites ne se réaliseront pas. Elles ne se réaliseront pas parce que ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que l'Europe n'est plus en vraie croissance. D'accord ? On a une croissance qui est un peu fictive. Bon. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la croissance est fictive ? Alors, j'y répondrai après. Je laisse la question en suspens. J'espère que vous me répondrez. Parce que c'est une question qu'on aborde assez souvent ici. Oui, j'y reviendrai après. En fait, la production vraie de l'Europe, depuis plus de 10 ans, elle est en décroissance. Alors, qu'est-ce que j'appelle la production vraie ? Par exemple, la quantité de mètres carrés qu'on construit. Ça, c'est physique. Par exemple, la quantité de tonnes qu'on charge dans les camions. Ça, c'est de la production physique. Et bien, quand vous regardez la quantité de tonnes qu'on charge dans les camions, ça fait depuis 2007, en tendance, elle diminue. Donc ça veut dire qu'en tendance, l'Europe produit de moins en moins de biens et transporte de moins en moins de biens physiques, mes fameux tables, chaises, t-shirts, etc. Tout ça en tonnage, donc en quantité physique, ça baisse depuis 15 ans. Et le fait que le PIB facialement augmente, il est lié à un certain nombre de conventions qui conduisent à cette augmentation mécanique, mais qui ne correspondent pas à une augmentation des biens et des services dont la population bénéficie vraiment. Par exemple, quand la valeur de l'immobilier augmente, les commissions des agences immobilières augmentent, ça ne fait pas augmenter le nombre de mètres carrés. Et ça, ce n'est pas déflaté quand vous faites le calcul du PIB. La quantité de crédit immobilier des banques augmente. Ça, c'est pareil, ce n'est pas déflaté. Donc, le produit net bancaire augmente, alors que vous n'avez pas plus de mètres carrés qui font l'objet de transactions. L'augmentation. Voilà. Quand vous avez la valeur des actions qui augmente ou la valeur des œuvres d'art qui augmente, vous avez un certain nombre d'intermédiaires qui, grâce à ça, gagnent plus d'argent. C'est pareil. C'est pas corrigé. Donc ça, vous le décorrélez d'une croissance réelle. Voilà. Et donc, si je dis, on regarde ce que les gens ont vraiment à consommer, en fait, vous vous rendez compte que depuis 15 ans, il n'y a plus de croissance et il y a même une érosion légère. Et ça se traduit même en termes strictement monétaires pour les ménages, puisque vous savez probablement que le revenu disponible des ménages en France diminue depuis 2010. Bon. Donc la croissance, elle est plutôt la croissance faciale est une croissance spéculative. C'est ce que vous êtes en train de dire. À l'avenir, il y aura de la croissance, peut-être pas. Bon. Et mon pari, c'est qu'on sera plutôt malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, du côté peut-être pas. Bon.
Or, le Conseil d'orientation des retraites, dans les trajectoires qu'il trace pour l'avenir, il se balade quelque part entre 0,7% et quasiment 2% de croissance du PIB par an à l'avenir. Donc ça suppose qu'il n'y aura pas de Covid, pas d'Ukraine, et pas de changement climatique, et pas de pénurie sur les matériaux, et pas de pénurie de pétrole, et pas de etc. Tout ça me paraît extrêmement discutable. Alors quel est le lien avec la réforme actuelle ? Le lien, c'est qu'à partir du moment où les hypothèses pour l'avenir sont gentiment farfelues, on est certain... Gentiment farfelues. Oui, on est certain qu'il va falloir y revenir. On est certain qu'il va falloir y revenir, puisque la réforme qu'on est en train de faire en ce moment se base sur des hypothèses qui ne se réaliseront pas. À partir du moment où vous êtes certain que vous allez devoir y revenir, quelle est l'urgence de faire ça maintenant plutôt que l'année prochaine ? Est-ce que ça sera peut-être plus dur après ? Parce que s'il va falloir y revenir, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une réforme encore plus radicale après ? Il ne faut pas étaler les réformes ? Je ne sais pas. L'avocat du diable. Je ne sais pas, parce que d'ici là, il y a plein d'inflation qui sera passée. Il suffit peut-être d'entériner l'inflation. Vous savez, donc je ne sais pas. Bon. Donc, il n'y avait pas d'urgence à faire cette réforme, à mon avis, en début de mandat. Alors que par contre, il y a des inconvénients absolument évidents à l'avoir fait. C'est que Macron, qui est sur un deuxième mandat non rééligible, c'était l'occasion de mettre en œuvre des grandes ambitions très utiles au pays et des grands projets de société, quelque part, pour lesquels on aurait les bénéfices après le terme du mandat. Bon, là, c'est clair que le sujet des retraites tombe dans cette asymétrie temporelle. C'est-à-dire qu'il faut souffrir maintenant pour avoir le bénéfice plus tard, quelque part. Mais ce n'est pas un grand projet de société, c'est de l'intendance, s'occuper des retraites. Hein. Et donc, il a raté l'occasion, en début de mandat, de faire quelque chose qui aurait eu du souffle en rassemblant tout le monde. Et une fois qu'il a commencé par crisper le pays en le divisant en deux sur quelque chose qui est un problème d'intendance important, mais ça reste un problème d'intendance, il a quelque part, il s'est mis en position de faiblesse pour derrière faire un grand projet hégolien d'ambition pour le pays. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec Attali quand il dit, mais qu'est-ce qui lui a pris de commencer par ça ? Je pense effectivement, qu'est-ce qui lui a pris de commencer par ça ? Puisque vous parliez d'inflation tout à l'heure, on devait se parler en janvier et à l'époque, il y avait des restaurateurs qui étaient contraints de baisser leurs rideaux, des boulangers obligés de mettre la clé sous la porte et des entreprises forcées de stopper leur production. Est-ce que tout ça, c'était à cause justement de l'explosion des prix de l'électricité ? Est-ce qu'on est entré enfin dans l'ère de la sobriété que vous appelez de vos voeux ? Alors non, parce que la sobriété, on est entré dans l'ère de la pauvreté, mais pas dans l'ère de la sobriété. Je m'explique. Dans ma nomenclature à moi, les manières d'économiser de l'énergie, je les décompose en 3 morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, je vais prendre le boulanger, il vous fournit le même pain et il l'a cuit à la même température, mais son four a demandé moins d'électricité pour cuire le pain. Il est plus efficace, il est mieux isolé, etc. D'accord ? Ça, c'est de l'efficacité. La deuxième notion, c'est la sobriété. Donc la sobriété, c'est vous priver délibérément d'un produit ou d'un service pour économiser la production et les ressources correspondantes. Alors je ne vais pas prendre l'exemple du pain, parce qu'on ne peut pas imaginer que vous arrêtez de manger du pain. C'est pas un truc qui est très, très assimilé à des excès, on va dire, de manger du pain. Il y a débat. Voilà, mais la personne qui a la grosse voiture de luxe qui est garée juste devant l'entrée de l'immeuble, là... il y a débat pour savoir si elle est si grosse que ça et si elle est de luxe que ça. Ah, elle est tout à fait grosse et de luxe, je ne donnerai pas la marque, mais je vous assure que c'est grosse et de luxe. Décide de ne plus utiliser sa voiture et de prendre un abonnement Vélib, délibérément, d'accord ? Ça, c'est de la sobriété. Bon. Quand le gilet jaune ne prend plus sa voiture parce qu'il n'a pas les moyens de payer son plein, ça, c'est pas de la sobriété, c'est de la pauvreté. D'accord ? Donc la sobriété et la pauvreté, c'est les mêmes gestes physiques. Je change de type de mode de vie, mais dans la sobriété, je l'ai choisi, dans la pauvreté, je l'ai subi. Donc là, l'exemple que vous me donnez sur le boulanger, c'est quelque chose qui est subi, donc ça ne rentre pas dans la catégorie de la sobriété pour moi. Est-ce que le facteur prix, on le voit notamment justement avec les questions de facture d'électricité, et ça ne s'arrête pas, ça continue, on le voit, est-ce que ça va faire naturellement le travail de réduction de consommation énergétique? Alors oui, mais d'une mauvaise manière. Il y a 3 façons, ou il y a 2 façons plus exactement, d'avoir une contrainte qui vous impose une baisse de votre consommation de quelque chose. Il y a la contrainte par les prix, le prix monte, vous ne pouvez plus le payer, vous en consommez moins. Et il y a la contrainte réglementaire, on vous demande, par voie de réglementaire, de moins consommer de quelque chose. Alors, je vais prendre l'exemple de l'énergie de chauffage. L'énergie de chauffage, l'option A, c'est le gaz et le fioul voient leur prix fortement monter, donc vous en consommez moins. Option B, on vous dit, vous devrez vous débarrasser de votre chaudière à gaz pour remplacer ça par un poêle à bois ou une pompe à chaleur.
Et là, vous allez aussi consommer moins de gaz par la force des choses. Si vous prenez l'option réglementaire, vous avez la possibilité de planifier quelque chose. Parce que la réglementation, vous pouvez dire c'est à telle date, c'est à telle vitesse, c'est de telle manière, etc. Ça va bien avec une planification. Si vous prenez l'option prix, c'est plus difficile de planifier parce que si vous augmentez le prix du gaz, vous ne savez pas trop si le ménage en face, il va garder sa chaudière à gaz et baisser le thermostat, garder sa chaudière à gaz et couper le chauffage dans une pièce sur deux, garder sa chaudière à gaz, remplacer sa chaudière à gaz par un poêle, par une pompe à chaleur, pas déménager, enfin vous ne savez pas trop ce qu'il va faire. Quand vous êtes dans la réglementation, en général, vous savez mieux ce qu'il va faire parce que vous lui imposez de faire des choses et donc c'est mieux pour planifier et notamment pour planifier la production des alternatives qui va en face. Si vous attendez la hausse de prix, c'est quelque chose qui perd sur les deux tableaux parce que vous avez l'inconvénient de ne pas avoir planifié l'alternative puisque la hausse de prix, elle ne dit pas immédiatement quelle est l'alternative et en plus vous perdez l'argent. Parce que, à la différence d'une hausse de prix qui arrive par la fiscalité, dont les Français ont horreur, comme chacun sait, quand la hausse de prix arrive par la hausse des prix de marché, globalement, c'est un appauvrissement du pays. Ça veut dire qu'on doit acheter plus cher les hydrocarbures aux pays exportateurs. Donc c'est un transfert net d'argent de la France vers les autres pays. Alors moi, je veux bien que les fonctionnaires français soient des abrutis qui font n'importe quoi avec notre argent, mais je préfère quand même donner mon argent à des fonctionnaires français qui vont le recirculer dans le pays, plutôt qu'à le donner à des fonctionnaires russes et saoudiens, dont je suis sûr qu'ils ne vont strictement rien en faire pour mon pays. Oui. Alors, un certain nombre, autre question d'actualité, il y a un certain nombre de centrales qui ont été à l'arrêt pour cause de maintenance, en particulier 4 des plus puissants et des plus récents réacteurs, ceux de Civaux, près de Poitiers, ceux de Chooz dans les Ardennes. Alors, en cause, c'était des fissures qui ont été détectées sur les tuyaux. Est-ce que, selon vous, le maintien de cet arrêt était nécessaire ou est-ce que là, on n'a pas péché par extrait de prudence, on aurait pu passer outre et histoire de passer l'hiver et y revenir après ? Eh bien, je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste technique de la chose et j'ai entendu les deux sons de cloche. Dans son audition... Alors là, il faut prendre une décision dans ces cas-là. En l'occurrence, moi, je n'ai pas à prendre de décision, mais dans son audition à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, le président de l'ASN a présenté... L'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire, oui. A présenté cette décision comme étant parfaitement nécessaire et tout à fait assumée par l'ASN, nonobstant le fait que ça privait la France d'une production électrique importante et que ça a mis les comptes d'EDF dans une situation extrêmement dégradée. Et j'ai par ailleurs j'ai entendu des analyses de gens qui connaissent bien la métallurgie de ce genre d'installation, qui m'ont dit on aurait pu attendre les opérations de maintenance normales pour s'occuper du problème, c'était pas la peine de les arrêter en urgence. Donc moi, personnellement, je ne sais pas quoi penser. Il faudrait que j'y passe 2 mois à creuser le truc en détail. Ce que je sais, c'est qu'à l'avenir, il n'est pas exclu qu'on ait de plus en plus souvent à décider dans des situations dans lesquelles aucune décision n'est vraiment très confortable. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Là, on a eu un exemple. Il y en aura probablement d'autres à l'avenir. Vous préférez toujours vivre à Fukushima plutôt que de vivre près d'une autoroute ? Alors, si vous voulez, en ce qui concerne mes poumons, sans hésiter une seconde, oui, bien sûr. Vous savez que la pollution aux particules fines tue des dizaines de milliers de gens chaque année en Europe. Des dizaines de milliers de gens chaque année. Fukushima n'a pas tué une personne à cause du surplus de rayonnement relâché dans l'environnement. Merci Jean-Marc Volcovici pour ces premières réponses. Il y a une semaine, Louis Gallois était l'invité de cette émission. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait d'un mouvement d'étudiants. Je vous pose la question parce que ce mouvement d'étudiants, on le trouve aussi bien à Polytechnique, dont vous avez été un étudiant, à l'agro ou bien aux arts et métiers, avec des ingénieurs qui sont favorables à la décroissance. Quand on lui a posé la question, voici ce qu'il nous a répondu. Du côté des écoles d'ingénieurs, je leur dis la décroissance, c'est l'augmentation des inégalités, parce que quand le gâteau est plus petit, c'est plus difficile de le partager. C'est l'impossibilité de financer l'amélioration des services publics, la santé, l'éducation, de financer la transition énergétique. Je pense que la décroissance serait une catastrophe. Puis en plus, donner à un pays comme objectif de diminuer, ça me paraît absolument aberrant sur le plan même, j'allais dire, moral.
Alors, est-ce que la décroissance serait une catastrophe pour vous? Et est-ce que la croissance, comme le dit Louis Gallois, est nécessaire pour financer la transition énergétique? Alors, pour financer la transition énergétique, je ne sais pas, mais Louis Gallois a parfaitement raison de souligner que la croissance a permis l'augmentation d'un certain nombre de choses qui aujourd'hui nous semblent parfaitement sympathiques. Effectivement, la redistribution via l'impôt est quelque chose qui a fortement augmenté à cause de la croissance. La croissance nous a effectivement amené l'enseignement, l'hôpital et tout un tas d'autres choses. Malheureusement, là où je m'écarte de son analyse, c'est que je crois, moi, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que la décroissance, on ne va pas y couper. Parce que ce qui a permis la croissance... Mais vous la souhaitez? C'est même pas le sujet pour moi. Est-ce que je souhaite vieillir? Non. Absolument pas. Est-ce que je vieillis? Oui, c'est un fait. Donc, c'est-à-dire que la décroissance, pour vous semble inéluctable? Oui, elle est inexorable pour moi. Elle est aussi inexorable que le fait que je vieillisse, et aussi sympathique ou peu sympathique, selon la façon qu'on va avoir de le gérer. Mais je crois que de dire il n'appartient qu'à nous de faire en sorte que l'avenir soit de la croissance ou de la décroissance, je pense que malheureusement, c'est une mauvaise manière de voir le problème. Je pense que nous allons avoir de la décroissance des flux physiques de façon absolument inexorable. Et donc, ça sera physiquement plus dur de construire 1 mètre carré, physiquement plus dur de déplacer une tonne à 100 km/h, physiquement plus dur de faire 1 mètre carré de tissu rapidement. Ça sera physiquement plus dur. Et physiquement, pourquoi? C'est-à-dire, parce que tout ça est fait avec de l'énergie. Ou bien c'est parce que c'est de l'énergie qui va être plus difficile. Tout ça est fait avec de l'énergie et que l'énergie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va de toute façon en avoir moins. C'est-à-dire, ou bien on le voudra et on en aura moins pour des raisons climatiques, ou bien même si on ne le veut pas, on en aura moins quand même pour des raisons géologiques. Il y a une analyse du Shift Project qui a été publiée il y a maintenant un an. Que vous dirigez, oui, et que vous avez fondé. Une association que je préside, qui est un think tank. Donc ça produit des analyses, des rapports, des propositions, etc. Et il y a un an, on a publié une analyse très exhaustive des possibilités d'approvisionnement en pétrole de l'Europe jusqu'en 2050. Alors en fait, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la quantité de pétrole qui sortirait du sol, du sous-sol plus exactement, des 16 premiers fournisseurs de l'Europe d'ici à 2050. Et la réponse, c'est que la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux, sauf le Brésil et le Canada, serait divisée par 2 d'ici à 2050, ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe, puisqu'ils vont d'abord servir leur population domestique, va être divisé par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc de toute façon, même si on ne veut pas des hydrocarbures, on va en avoir considérablement moins. Et il va bien falloir qu'on s'organise en conséquence. Ça refait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur notre cher président et ses retraites. Il me semble que d'organiser le pays en fonction de ce que je viens de dire et dans un deuxième temps de savoir comment est-ce qu'on organise les retraites dans ce truc d'ensemble, c'était mettre le problème dans le bon ordre. Les problèmes dans le bon ordre. Donc là, ce que je dis simplement, c'est que la décroissance physique, la diminution des flux physiques qui structurent l'économie, on ne va pas y couper. Et donc la bonne question, c'est... comment est-ce qu'on s'organise en conséquence? Et le mouvement des jeunes ingénieurs aujourd'hui, dans les écoles, je ne sais pas tant s'il est de souhaiter la misère du monde ou de souhaiter qu'on prenne acte des réalités du monde et qu'enfin, on fasse des efforts pour faire en sorte de gérer le monde tel qu'il va être et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Est-ce que la démondialisation pourrait justement conduire à une sobriété dans un certain nombre de domaines, notamment dans celui de l'alimentation qui vous est cher? Aujourd'hui, on a du bœuf argentin, du mouton néo-zélandais, on voyage. Alors là, pour le coup, il faudrait l'organiser. Alors d'abord, la démondialisation, elle est déjà un tout petit peu en route. Depuis 2008, la part du commerce international dans le PIB a déjà perdu, alors je vais vous dire un truc de mémoire, elle a déjà dû perdre 10%. C'est-à-dire qu'en 1970, sauf erreur de ma part, les échanges internationaux représentaient 25% du PIB mondial. C'est monté jusqu'à 60% du PIB mondial en 2008, qui a été le maximum historique. Et depuis, il me semble que c'est redescendu à 50%. Il se trouve que les Échos ont publié un graphique là-dessus, pas plus tard qu'hier. Bon. Je suis désolé de citer un concurrent. Et donc... Ça fait 2 fois. Oui, c'est pas sport, je suis d'accord avec vous. Et donc la démondialisation, elle est déjà à petite vitesse un peu en route. En ce qui concerne l'agriculture, parce que c'est des exemples que vous avez cités, il se trouve que la France est quand même plutôt du bon côté de la barrière, au sens où on a un grand territoire, on a beaucoup de surfaces cultivables, et aujourd'hui, si on importe tous les produits que vous avez cités, on importe de plus en plus de poulets étrangers, on importe de plus en plus de bœufs étrangers, on importe, etc. Alors bon, on ne fait pas pousser beaucoup d'oranges chez nous, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pousser chez nous. C'est plutôt dû à des structures de marché, plutôt qu'à l'impossibilité physique de faire tout ce qu'on pourrait faire chez nous.
Donc ça, c'est quelque chose qui s'organise, mais ça, c'est un sujet de cadre global. Il se trouve que l'Europe s'est dotée d'un cadre global sur l'agriculture qui, à mon avis, n'est pas adapté aux défis que nous allons avoir pour l'avenir. Et c'est un problème qui doit se traiter au niveau européen, puisque c'est à l'Europe que nous avons confié la compétence en la matière. Il nous reste peu de temps, Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce qui vous révulse le plus, un climato-sceptique ou un antinucléaire ? Un indifférent à la question m'ennuie encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus inquiet de l'existence d'une classe politique et d'une classe dirigeante économique qui n'a pas l'air de réaliser dans quel monde on va vivre que d'un anti-nucléaire ou d'un climato-sceptique. Est-ce que vous demandez toujours au gouvernement de vous accorder 3 heures pour une explication 20 heures. Oui, 20 heures, oui. 3 heures pour Emmanuel Macron. Oui, 3 heures. Est-ce que vous êtes capable de faire un prix à 1 heure, comme vous l'avez fait ? Est-ce que vous devenez expert comptable en 30 minutes ? Non. Donc à partir du moment où il y a un sujet vraiment important, qui est vraiment structurant, j'insiste, pour l'avenir du pays, il me semble que ça vaut bien 3 heures. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le renouvelable est plus sûr que le nucléaire ? Que c'est faux. Vous avez alors ça dépend ce qu'on appelle sur quel plan. Ça dépend sur quel plan. Sur le plan sanitaire, c'est inexact. Vous avez des analyses, des travaux de médecins qui ont été faits, qui donnent le nombre de morts par gigawattheure ou mégawattheure ou térawattheure des diverses sources de production électrique. La journaliste Thio-Berger est venue sur ce plateau et elle nous a dit que les éoliennes sont le prochain scandale sanitaire. Alors je ne sais pas si c'est le prochain scandale sanitaire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si vous mettez dans les renouvelables les barrages, ils ont beaucoup plus tué que les centrales nucléaires, beaucoup. Même sans mettre les barrages, les autres, vous avez des accidents de mines, parce qu'il faut les métaux pour faire les éoliennes et les panneaux solaires. Et en fait, si vous comptez ce genre de trucs, vous vous rendez compte que c'est kiff-kiff avec le nucléaire. La raison pour laquelle on a fermé Fessenheim, c'est pour montrer à EDF qui est le chef. C'est, dites-vous, à nos confrères de Marianne, ce que vous a confié le délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim, Absolument. Francis Roll-Tanguy. Vous confirmez qu'il vous a bien dit ça ? Oui. C'était pour montrer à EDF qui était le chef et pas pour des questions environnementales. Alors, c'était peut-être aussi pour des questions environnementales invoquées, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous confirme que j'ai bien entendu ça dans le bureau de M. Roll-Tanguy, oui. Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, avec Christophe Blain. C'est aux éditions d'Argo. Il n'y a aucun erratum de l'éditeur, je tiens à le préciser. C'est absolument passionnant, ça vaut son prix et c'est vraiment captivant. On ne le quitte pas, ça pose des problèmes sociaux dans son entourage parce que vous passez votre week-end avec la BD, mais ça vaut le coup. C'est donc aux éditions d'Argo. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'être venu ici dans les studios du Figaro. Vous reviendrez nous voir ? Peut-être. J'espère. Merci beaucoup. On se retrouve. Point de vue pour aujourd'hui, c'est fini. Rendez-vous demain, même heure, même endroit avec Alban Barthélémy. Et vous avez le prochain live sur le Figaro à 20h avec le club Le Figaro International et Philippe Gély. Bonne soirée sur le site du Figaro.